Content de retrouver mon petit Mika pour le 10e épisode, il me semble, le 11e. Comment ça va, Mika? Je crois que c'est à peine le 8e. Parce que Non, c'est le 10e. tu sais, des fois, tu fais des faux plans, donc du coup, il n'y a pas de vidéo. Faut pas les compter, ceux-là. Tu vois, faut pas. Bah non, c'est le 10e épisode, là. Ah ouais, c'est le 10e. Bah oui, on en a sorti 9 déjà. purée, ça va vite. Donc, c'est censé être le 12e de base. Et bon. Je disais, comment ça va, Mika? Bah écoute, ça va, moi ça va, je suis là, je suis bien, en forme, tout va bien. Ouais, bah c'est bien. Bah, je pense que cet épisode-là va être assez chargé, puisqu'on va un petit peu rattraper. On va faire Ouais. 2 épisodes en un. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Comment? Ouais, on va revenir sur les 2 dernières semaines. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, au menu du jour, la fight week de l'Ares, de l'intérieur et de l'extérieur, parce que Mika a commenté. Le Cage Warriors, on a eu un nouveau champion français. Ouais. L'UFC 269, Oliveira qui s'est imposé, à la grande surprise de pas mal de personnes. Et surtout, ce qui a perdu. Ouais, Amanda Nunes qui a perdu. José Aldo, et il me semble qu'il y a eu un trash talk, c'est ça? José Aldo et Sean O'Malley. Non, il n'y a pas eu de trash talk, mais Okay. Sean O'Malley est tranquille. Et après, il y a Aldo, par contre, qui a gagné et qui, lui, se positionne pour moi, en tout cas, pour aller chercher. Bon, on en avait déjà parlé il y a des semaines de Aldo, ou t'as déjà oublié? Non, il me semble qu'on n'avait pas parlé de lui, puisque la performance, elle n'avait pas été faite encore. Bah si, Aldo, il a combattu contre Rob Font. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. On en a déjà parlé exactement. Je l'exprime de ta chronologie. Ouais, ça marche, c'est bon. Perte de mémoire à 34 ans après avoir fait 30 combats de mémoire, c'est un petit peu inquiétant. Après, il y a eu la performance de Saladin Parnasse qui veut maintenant la ceinture des lightweight. Le 100% fight 45, combat déséquilibré, ça c'est Mika qui l'a noté. Les filons ukrainiens est mauvais. Ça c'est Mika qui a noté ça comme ça. On commence pas à dire des bêtises, on va y revenir. Et l'UFC d'hier avec Chris Decos et Derek Lewis, Thompson vs Belal Mohamed. Et après, on finira sur le dernier événement français du UFC World Challenge. L'UFC, là, qui pendant près de 3 semaines, là, n'organise plus rien, là, jusqu'au 15 janvier. C'est pas loin de janvier? Le 15 janvier, il y a Qatar vs Shikadze, un Fight Night, un UFC Apex. C'est juste avant. Et ensuite, évidemment, on a au Honda Center Ngannou vs Gain. Ouais. Et après, j'ai rajouté des questions-réponses. En fait, on nous a posé quelques questions sur le 100% Fight. Enfin, pas que sur le 100% Fight, c'est la dernière question en fait, qui a été posée. On y répondra. Donc, on peut commencer l'épisode. On va faire un petit retour sur Ares. Moi qui combattais sur la carte préliminaire et Michael Lebou qui commentait la carte principale sur RMC avec Antoine Simon. Moi, de mon point de vue, vu que j'ai fait toute la Fight Week, franchement, c'est une organisation qui a vraiment mis les petits plats dans les grands. En termes d'organisation, même de confort de l'athlète, franchement, ils se sont bien occupés de nous. Et tu sais, j'entendais beaucoup de combattants dire que, par exemple, à l'UFC, tu avais juste à te concentrer sur le combat, tellement tout était bien planifié. Et en fait, je ne comprenais pas trop lorsque j'entendais ça. Mais honnêtement, pour avoir été à l'ARES, en plus, moi, c'était ma première organisation, entre guillemets, on va dire majeure. Je l'ai ressenti, ce sentiment-là, parce que c'était vraiment bien organisé. On a été accueillis le 8 décembre à l'hôtel, tu vois, un hôtel à Levallois. Bon hôtel, ouais, tu étais passé. Et même, tu sais, en fait, l'ordre des enchaînements des shootings photos, des shootings vidéo et tout était bien planifié. Genre, je suis arrivé genre le mercredi à 9h. À peine une heure après, après m'être installé à l'hôtel, je suis passé genre vers 10h30, 11h, tu sais, pour les shootings photos, pour les posters et tout. Et en fait, après le jeudi, on a vraiment... ils nous ont vraiment laissé un jour off. De base, ça devait être une journée média. Mais finalement, le jeudi, on a vraiment eu un jour off. Après, pour la pesée et tout, ça a été de 9h à 11h. Bon, après, moi, j'avais pas de problème là-dessus, sur le coaching et tout. 14h, je crois qu'on a été à Marseille-Cerdan, mais c'était vraiment genre à 1 kilomètre de l'hôtel où on était logé. À côté,
Voilà, on a fait la pesée médiatique, le face-à-face. Et en fait, juste après, on a été dans la même pièce. Si tu veux, en fait, tu vois comme ils font à l'UFC, les commentateurs qui vont, on va dire, pêcher les informations auprès des combattants et pour avoir des choses à dire et tout pendant les combats. On est passé avec deux sortes de commentaires. En fait, il y avait les commentaires français, c'était Morgan Charrière et Guillaume Delassieur, eux qui commentaient sur le lien Gigzone là. Et il y avait les trois autres commentaires. Il y avait Véronica Macedo. Ça, c'était pour, je crois, l'UFC Fight Pass. Et en fait, on est passé avec ces gens-là. Ils nous posent un petit peu. Il y avait aussi Antoine Simon et moi qui avons commenté, mais sur RMC. Voilà. Et donc, voilà. Après ça, on a été libérés. Et après, le jour de. Et en fait, tout ça, c'était orchestré, c'était vraiment bien organisé parce qu'en fait, ils venaient nous chercher avec des vianos, tu vois, c'était vraiment, on se sentait important, tu vois, on se sentait respecté. Et c'est des petits détails qui comptent quand même, tu vois. C'est des petits détails qui comptent. Après, voilà, le jour du combat, chaque combattant, en fait, avait son heure de départ de l'hôtel à Marcel Cerdan, le lieu du combat. Et on était. Et la faillite, en fait, elle s'est bien déroulée parce que déjà, on combattait en France. C'était une première déjà pour moi, en fait, de combattre en MMA en France. Et on était entre partenaires d'entraînement. Donc, vraiment, ça s'est bien déroulé dans une bonne atmosphère. C'était pas comme d'habitude, tu te retrouves à l'étranger, être le seul français, juste avec ton coach, et tu vois. Donc là, on était vraiment, on va dire, dans nos aises. Je sais pas, ça se dit dans nos aises, Mika? À notre aise. À notre aise. On était vraiment à notre aise. Et puis voilà, le jour du combat, malheureusement, moi, ça s'est mal passé pour moi. Mais en tout cas, je garde un bon souvenir d'avoir combattu devant mon public. Ça m'a vraiment fait plaisir. Le résultat, il n'a pas été là. Mais sinon, franchement, d'un point de vue global, je pense que l'ARES, mais rien que visuellement, pour ceux qui étaient de l'extérieur, ça a rendu un bon visuel. Je pense qu'on peut le dire sans prétention que c'est l'organisation numéro 1 en France. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, du point de vue, moi, ce que j'ai vu extérieur, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en termes de logistique, ils sont carrés. Je suis parti à l'hôtel, ils ont investi dans la communication et ça se sent sur la manière, sur le confort du combattant durant la Fight Week. Bah, l'hôtel était bien, les chambres étaient propres, enfin c'était vraiment propre. Il y avait une baignoire pour perdre au sauna, il y avait un gym, vous étiez à côté du gymnase. Voilà, bon, voilà, c'est en général, c'est vraiment la seule chose qu'on demande dans un hôtel, c'est le confort, la baignoire, le sauna et le gym, c'est tout ce qui est important. De pas être trop loin du gala aussi, c'est bien. Si on peut, Ouais. franchement, ça c'est top parce que t'as pas de problème de bouchon, etc. Et du coup, quand tu combats, tu sais à quelle heure tu dois partir. Enfin, tout est facilement Ouais, planifiable. c'est ça. Après, il y avait des petits détails, justement. J'ai vu quand vous vous êtes pesé, vous aviez vos noms, il y avait les écriteaux. C'est des petites choses. Dans les chambres d'hôtel, quand vous arriviez dans votre chambre, il y avait une pancarte avec Ares avec votre photo dessus. Un peu comme ils ont fait, comme l'UFC faisait à la Fight Island. Ouais, avec le programme détaillé, ouais. Et je pense d'ailleurs qu'ils se sont inspirés de ça. Et ensuite, ça, le programme détaillé, ça s'appelle en anglais, c'est le schedule. C'est tout simplement la chronologie de ce qui va se passer pour tous les combattants. Ça, en général, dès que l'organisation est un peu grosse, en général, ça existe toujours. C'est hyper important. C'est la feuille de route et c'est comme tu disais, c'est ce qui permet en tant que combattant, quand tu arrives, de dire c'est bon, moi, j'ai plus qu'à m'occuper de mon poids. Tout le reste, je sais exactement telle heure, telle heure, telle heure. Donc, sur l'organisation, il n'y a rien à dire en termes de logistique. Sur la qualité du show et du spectacle, franchement, c'était top. Moi, j'ai vu le jeu de lumière, la salle. On a aussi vu les invités, les guests, entre guillemets. Bon, on a vu Gradure, on a vu Hakimi. Plus étonnant, on a vu Guillaume Canet, un acteur, tu vois. Et j'avais pas l'impression, après, c'est moi qui mets les gens dans des cases. Mais tu vois, je me serais jamais dit que ce mec-là s'intéressait au MMA. Ouais, je connais pas. Donc, Franck Gastonbi, c'est le mari de Marion Cotillard. C'est un bon acteur. Ensuite, il y avait Franck Gastonbi qui était là. Bon, c'est un investisseur, c'est normal. Il y avait le joueur de foot, je crois que je l'ai dit. Il y avait Grosjean, le pilote de Formule 1. Je ne sais pas c'est cultivé. Non, moi, en fait, à l'instant T, j'ai pas vu tout le Tout ça pour dire, monde qui en était fait, là, ouais. ce qui était intéressant, c'est que déjà, ce qu'on a pu voir, c'est que, en fait, au niveau de la communication, le fait
d'avoir pris Franck Gastambi, je pense, en tant qu'investisseur, ça ouvre des portes sur le show business, entre guillemets, et ça donne une visibilité, tu vois. J'ai vu aussi, tu vois, il y avait, je connais même pas son prénom, c'est une honte, tu sais, Ragnar le Breton, celui qui fait fureur sur les réseaux. Ouais. Mais attends, je vais essayer de trouver son prénom. Ouais. PLK qui était présent, il y avait le frère Michel. de Samy qui est acteur. Non, c'est même pas son prénom. Hein. Michel. Bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'au niveau de la communication, au niveau showbiz, ça marche. Fort, ouais. Comme je dis, au niveau de la logistique, on voyait que c'était maîtrisé, les caméras, tout ça, c'était nickel. La temporalité, le rythme, l'enchaînement des combats, c'était top. Il n'y avait pas de grosses pauses et tout. Le fait d'avoir mis traduction français-anglais, c'est très bien. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru que tout allait se faire en anglais. Et j'allais dire, ouais, quand même, faut pas abuser. Mais non, franchement, c'est top. En termes de logistique, strictement rien à dire. Effectivement, ils s'inscrivent, en tout cas, dans la volonté de faire quelque chose de grand et de beau. Et pour moi, le principal concurrent pour eux, c'était l'Hexagone, qui est actuellement annoncé en se mettre sur le même créneau. Et pour l'instant, effectivement, je trouve que le Ares, sur cette édition-là, a fait largement mieux. Moi, mon bémol, c'est sur la carte. Après, je sais que la carte, malheureusement, c'était lié au désistement des combattants, à la préparation et tout. Mais la carte qu'il y a eu ce soir-là, j'ai quand même été sur l'ensemble, par rapport à ce qui était proposé initialement, un peu déçu. Maintenant, il y a eu des très beaux combattants, etc. Mais je trouve sincèrement que la logistique, etc., tout ce qui était mis en place autour aurait peut-être mérité d'avoir une plus belle carte que ça. La deuxième question que je me dis, c'est si ils annoncent faire 9 événements l'année prochaine, vraiment, je pense qu'il faut qu'ils… Bon, après, je pense qu'ils y travaillent, hein, et je sais déjà qu'il y a quelques Français qui ont signé, mais il faut vraiment qu'ils s'activent à faire un roster parce que là, pour l'instant, on n'a pas de visibilité en fait sur les combattants qui vont être consignés dans cette ligue, etc. Et donc, c'est difficile de voir la suite et de voir quel type de carte on va avoir. Pour info, là, il y a déjà quelques noms qui sont officialisés sur le site de Sherdog pour Ares 2. Pour Ares 3 Ouais, pour Ares 3, ouais. Il me semble que le main event, je crois que c'est 10 millions à Sandam, en fait, qui était programmé sur la carte du 11 décembre. Finalement, il y a un petit problème. Enfin, il y a un petit problème, il y a un petit contretemps. Donc, il me semble que ouais, c'est programmé pour le 3 février. On a qui d'autre? Il y a Damien Lapis aussi qui est programmé pour RS4 en main event, il me semble. Tout ça, c'est officialisé, donc vous pouvez aller le vérifier sur Sherdog. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements. Il y en a le 3 février, le 10 mars, il me semble. En avril, il y en aura en mai, en juin. Et après, juillet, août, il y a un petit break. Il me semble qu'ils reviennent en octobre et en décembre. Donc, il y aura pas mal d'événements. Et après, je pense… S'ils arrivent à tenir la cadence, c'est très bien parce que et après on voit que la machine elle est huilée de toute manière sur vraiment encore une fois sur la logistique et tout. Bon, on sent vraiment que c'est maîtrisé. Visuellement c'était top. Maintenant moi mon bémol c'est sur les cartes. Après on sait que malheureusement des fois il y a des désistements qui font que voilà. Il y a eu des désistements là-dessus, ouais. Ouais, j'ai même vu Ahmed. Alors Ahmed, j'ai pas la raison exacte. Mais on m'a dit… Salamov, en fait, la raison, c'est qu'il a eu le Covid, en fait, une semaine avant le combat. Je discutais avec lui, il m'a envoyé une vidéo, il était à l'hôpital, il était vraiment mal en point. Et c'est de là où Wissem a pris ce short notice de 3 jours avant l'événement. Tous ses papiers médicaux, ils étaient à jour, vu qu'il avait combattu au FIFA Challenge quelques mois auparavant. Et c'est de là, en fait, qu'il a remplacé Ahmed Salamov. Après, moi, pareil, le bémol, mais là, c'est un bémol que je vais faire à toutes les organisations françaises qui organisent, vraiment à toutes. C'est pas ciblé sur le RS. C'est qu'en fait, que ce soit au FFA Challenge, au 100% Fight, au RS, aux organisations en fait qui ont des salles de sport, donc Mathieu au FFA Challenge, Lopez avec le RS, Amel Kajdani qui faisait ça avec le MMAGP, ou encore Hatch avec le 100% Fight. En fait, il y a trop de combattants de leur team sur la carte. Donc, je comprends la volonté de mettre beaucoup de combattants de la team sur la carte. Et en fait, ça pose deux problèmes. Ça pose un problème de… des fois, on voit que les combats… Alors, je ne parle pas forcément de l'ERS, mais on voit que les combats sont des match-ups pour leurs combattants
et que les combattants qui sont équilibrés, en fait, bah, c'est pour le reste de la carte, genre pour les combattants qui ne sont pas de la team. Ça, c'est la première chose que je peux voir. La deuxième chose, c'est que je me pose même des questions. Ensuite, par exemple, pour toi qui l'as vécu de l'intérieur, est-ce que c'est pas compliqué quand justement tu n'as pas de coach? Parce que là, on sait que Lopez et Sarfati, qui sont aussi des coachs, n'étaient pas présents pour vous épauler dans les vestiaires. Vous étiez à peu près 5 ou 6 à combattre sur la même carte. On se demande quel est le staff derrière. Donc, c'est une grosse team. Je veux bien que ce soit une grosse team. Mais à un moment donné, je me pose la question de savoir est-ce que c'est pas compliqué aussi? Est-ce que c'est pas des fois contre-productif parce que je me trompe peut-être, mais là, je vois plus tonton Mpumbu. Donc, je crois qu'il est parti du Factory. Et lui, c'était un des coachs emblématiques. Et donc là, je me dis, en fait, qui a coaché qui? Donc, c'est en fait, juste avant de répondre à ta question, en fait, justement, il y a cette question-là qui a été posée en disant que par Valet Tudo au Gigi, toutes les organisations françaises sont rattachées à des clubs. Est-ce normal pour sa fausse la donne? Pour ça, en gros, ça rejoint en fait ce que tu as dit. Bah, après, on va dire que malgré que Fernand Lopez et Sarfati soient les hit coachs du MMA Factory, ils ont on va dire, cette qualité-là à changer de casquette sans vraiment à dissocier les choses, tu vois. Après, moi, pour ma part, je n'ai pas rencontré de problème particulier sur le training camp. Voilà, après, de mon expérience, voilà, j'ai su, par exemple, ramener un sparring comme Damien Losco qui n'est pas du MMA Factory. J'avais Faisal Houssine qui m'a épaulé. J'avais aussi Ibrahim Mané qui m'a aussi épaulé pour ma préparation et Damien Lapulus. Donc, je pense que c'est une faculté que les combattants doivent avoir, savoir s'adapter à toute situation, sans être soudés entre combattants, entre sparring, pour pouvoir au moins bricoler, on va dire, et s'apporter, on va dire, tu vois ce que je veux dire? C'est le mot, et c'est ce que tu viens de dire. Après, je dis pas que, justement, c'est une qualité que tu dois retrouver, c'est-à-dire que dans un moment, un contexte, si tu n'as pas le choix, tu dois pouvoir compter sur tes partenaires. Et tu l'as dit, tu as bricolé, mais à un moment donné, vous devez arriver dans les meilleures dispositions. Bien sûr, et je ne sais pas, est-ce que si vous aviez eu vraiment beaucoup plus d'attention sur vous, est-ce que ça n'aurait pas été. Et ça, c'est vraiment une question que je pose parce que quand je vois, et ça, en fait, cette question de que ce soit la team qui organise ou qui favorise. On voit ta moitié du visage. Ouais. Le fait qu'en fait ce soit les teams qui organisent, voilà, ça pose deux problèmes. C'est d'un, je trouve que parfois les combats ils sont trop déséquilibrés. Là, ça c'est pas trop sur la carte. Hein. Vraiment, pour le coup, je trouvais que c'était équilibré. Le deuxième, c'est de faire combattre trop de gens de la carte. En fait, ça nique un peu le. Pour vous, je trouve que vous n'êtes pas aussi performant. Et en fait, je trouve que ça fait pas. Il n'y a pas de neutralité. Du coup, tu vois, en fait, je trouve que c'est difficile de fédérer la France autour d'une organisation s'il n'y a qu'une team qui est représentée à chaque fois. Ouais, voilà, ça c'est mon. Non, en fait, je pense que c'est le bémol parce qu'en fait, ce sont des coachs, des directeurs de salle qui l'organisent. Tu vois, par exemple, l'Hexagone, personnellement, je ne connais pas les organisateurs, mais on sait qu'ils ne sont pas référés à une salle. Donc, dès qu'ils organisent, il y a des gens d'un peu partout. Et par contre, ça, je l'ai déjà vu aussi sur le Bellator Europe en Irlande, vu que c'est John Kavanagh, je crois, qui est directeur ou je ne sais plus de l'organisation du Bellator Europe, qui s'occupe en fait du matchmaking et tout. D'un côté, je crois que c'est dans le camp rouge ou dans le camp bleu, tu as peut-être 100% de la carte, enfin 50% de la carte qui est reliée au SBI, tu vois. Et je trouve que c'est un petit peu logique. Enfin, pour moi, en tant que si moi j'étais directeur d'une salle ou propriétaire d'une salle et que j'avais mon organisation, logiquement, je pensais à placer mes gars comme ce que Hachi fait depuis des années, tu vois. Mais c'est ça que je te dis. Moi, je suis pas en train de dire que c'est typico RS, c'est j'ai pris le problème et je l'ai dézoomé parce que je suis d'accord que quand tu es d'une salle, tu veuilles faire combattre les combattants. Ensuite, il y a deux logiques. Tu as la logique où tu dis, un peu comme le 100% Fight et le FFA Challenge, où c'est pour faire émerger les nouveaux combattants. C'est-à-dire que toi, tu es là pour lancer les carrières, etc. Là, déjà, tu es dans une autre logique. C'est-à-dire que tu es là pour faire combattre les combattants qui débutent, etc. Ouais. Maintenant, dès lors que tu arrives sur un niveau où tu dis tu veux être national, tu veux mettre le meilleur des combattants, sincèrement, je pense que tu te dois d'aller chercher dans toutes les teams. Ça, c'est ça me choque pas que sur les prélims, tu mettes tes combattants, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu rentres dans la main carte,
Vraiment, je trouve que voilà, je trouve que sur 10 combats, d'avoir 6 combattants de la team, je trouve que c'est trop. Bon, maintenant, c'est que mon avis. Voilà. Après, on peut peut-être débriefer vite fait sur les combats qui nous ont marqués. Moi qui l'ai Euh, vécu de l'extérieur, ouais, ouais, il y a, il y a un combattant qui m'a marqué, c'est Abdul. Parce que voilà, on le connaissait, on savait qu'il était hyper ouais. fort. Mais là, pour moi, il a fait presque une Chimaev, tu vois, il s'est amusé avec le gars. Bon, le gars, c'était un short notice, il arrive du Brésil. Voilà, bon, c'était très compliqué pour lui. Mais je tire mon chapeau à Abdul parce que vraiment très solide, on l'a Ouais, vu. Je tire mon chapeau à Taylor Lapillus qui revient après longtemps, c'est ça. qui 2 ans affronte un d'absence. mec, qui affronte un mec qui était pas si mal au final. Et en fait, je croyais que le mec était cuit. Et au final, au troisième round, on le voit, il est toujours dangereux. Ouais, D'ailleurs, ouais, il est round. Et ensuite, gros big up à Wissem Akmouche qui signe sa 5e victoire. Pareil, qui ouais. prend le short list À 3 jours et de l'événement, donc ça, faut le souligner, ouais. qui gagne. C'est ça, 3 jours d'événement. Il prend le combat, il gagne donc sa 5e victoire. Et c'est sa 4e au premier round par soumission. Ouais. Donc, gros Donc beau là, il big me up. semble qu'il a 5-0 et 5 soumissions, hein. Je Non, sais il a pas une s'il a pas. décision. Non, il Je avait crois une qu'il a. décision contre Bourama Kamara, là, au FIFA Challenge. Et ouais. Donc, ouais, 4e soumission. Et Et bravo à Tagir Imavov aussi. ouais. Et d'ailleurs, qui m'a étonné, David Kroll, son adversaire, qui a pris le Ouais, combat Tony Kroll, ouais. à 24 heures. Il a pris le combat et il est monté de catégorie. Et franchement, il a fait une vraie guerre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, par contre, Dagir Imavov, je crois 2 jours après, il avait développé des symptômes. Alors, je ne sais Ouais. pas s'il a eu le Covid ou pas, mais il a été malade. Et Ouais. c'est ce qui fait que en fait, son cardio était plus ou moins hasardeux ce Ouais, ouais, jour-là. il n'était pas dans sa meilleure forme, ouais. Exactement. Et ouais, en parlant des combats, moi, il y a un combattant en fait, qui m'a surpris, c'était Luis Griezmann. Tu sais, il avait affronté Abdul. Bah, c'était le dernier combat d'Abdul, justement. Et en fait, il est tellement bien rentré dans le combat. Et en fait, si tu veux, il a affronté Abdul. Et ensuite, il avait affronté Kevin Ruart, un combattant suisse. Mais tu sais, j'ai vraiment vu l'évolution du combattant entre son dernier combat et maintenant. Et c'est là où, quand même, il faut souligner le niveau d'Abdul, parce qu'Abdul, il avait nullifié Luis Griezmann en l'affrontant, tu vois. Et il m'a surpris. Et donc, c'est là où il faut quand même aussi, ouais, je disais, saluer le niveau d'Abdul, parce qu'il faut. Et moi, pour avoir tourné plusieurs fois avec Abdul, je vous jure que c'est un sacré niveau, hein. Son sol, il est à des années-lumière de plein de combattants français. Et franchement, non, franchement, Ouais. chapeau. Chapeau. Moi, je le vois face aux 2 combats qu'il a fait contre Jara. Moi, j'ai vu Jara en vrai face à David Beer et Ouais. face à Tarabi. Jara, c'est un niveau qui est monstrueux. Pour moi, c'est Ouais. l'un des d'ailleurs qui a signé au PFL, au tournoi PFL en welterweight pour ceux qui connaissent pas. Abdul l'a gagné une première fois et s'est incliné une deuxième fois. Mais c'est là que j'ai vu qu'Abdul était vraiment fort. Par contre, le petit bémol d'Abdul, c'est qu'en fait, et on ne l'a pas vu sur ce combat parce qu'il est parti dans sa zone de confort, entre guillemets, c'est normal, il va pour gagner. Mais j'ai trouvé encore une fois que ses attitudes en boxe étaient quand même très. Ouais, c'était pas. Enfin, on le sent toujours pas à l'aise dans ce domaine. Et donc, en fait, moi, j'ai juste hâte de le voir un jour boxer, évoluer Bon, dans, en fait, dans. ouais, je pense que le jour où on va le voir vraiment boxer, c'est le jour où en fait, il sera contraint de boxer. Parce que j'ai envie de te dire, en fait, si ce Exactement. qu'il fait, il marche, tu vois pourquoi aller se prendre la Bah, tête à aller à essayer de boxer, tu vois. d'accord, à la Khabib. C'est-à-dire que tout le monde savait ce que Khabib allait faire et il a toujours réussi à le faire. C'est Donc, ça. lui, c'est la même chose. Pourquoi tu veux il s'interdise quelque chose pour faire plaisir aux gens? C'est ça, c'est Par ça. contre, Par contre, dans son attitude en boxe, vraiment pour le coup, je le trouve quand même. Je sais pas, je suis pas du tout convaincu par la garde qu'il adopte en début de combat. Après, force est de constater que ça marche et ça marche très bien pour lui. On peut passer au Cage Warrior. Ouais, passons aux Cage Warriors, hein. Déjà, avant de commencer, ouais, une petite pensée à Mehdi qui a sa 3e tentative pour la ceinture et en fait qui a chopé le Covid et qui était contraint de rester une semaine isolé, seul en plus dans. Pour vous dire, je crois qu'il est rentré. Ouais, il vient d'arriver, je crois, sur Paris, il y a quelques heures. Et ça devait pas être facile, hein. Tu sais, il a fait un coaching, une préparation, et à quelques heures de l'événement, même je crois le jour de l'événement, tu te fais tester positif au Covid et on t'oblige à rester enfermé, isolé dans une chambre, c'est pas facile. Alors, c'est pas facile du tout. Pour le coup, franchement, grosse pensée pour lui, comme tu le dis, parce que c'est double sanction. Tu te prépares. Tu combats pas pour la ceinture. Au Cage Mhm. Warrior, je suis pas sûr qu'il te paye. Vraiment, je suis pas sûr.
Derrière, tu dois rester une semaine confiné dans ta chambre d'hôtel. Franchement, faut Même être 10, solide. 10 jours, parce que depuis vendredi, ouais, il était là-bas. Enfin, Ah même ouais. 10 jours, parce qu'ils sont arrivés mercredi dernier et il est rentré qu'aujourd'hui sur Paris. Pour se rendre compte d'être confiné dans une chambre d'hôtel, loin de chez soi et tout, déjà, c'est chiant. Franchement, gros big up à lui. Et voilà, en plus, c'est une grosse déception quand tu sais que tu vas combattre pour la ceinture, malheureusement, et que tu perds. Ouais, et c'est pas la première fois. Donc, on fait le débrief sur la carte du vendredi soir. Donc, il y avait initialement, il devait y avoir 6 combattants. Au final, il n'y en a eu que 4 qui ont combattu. On a eu Mikaï Bayram qui s'est incliné, et celui que je vous disais de suivre parce que je trouvais réellement très fort, qui s'est incliné malheureusement très rapidement par soumission au premier round. On a eu ensuite le Lyonnais de la team de Malik Merad qui a fait un super combat. Premier round difficile. Au deuxième round, il revient avec les crocs. Je sais pas où il est parti chercher cette dalle. Et il finit le combat avec un gros ground and pound. Ouais. Donc voilà. Ensuite, grosse contre-performance de notre du français qui était à un moment donné le plus populaire d'Angleterre, c'est Jean Ndoye, qui affrontait en plus l'adversaire que Yacine Belladj avait battu auparavant, je crois, décision partagée aussi. Cette fois-ci, c'est Jean Ndoye qui s'incline par décision partagée, donc le combat a été serré. Mais c'est vrai qu'il a laissé beaucoup de cash control. En fait, l'autre l'a beaucoup contrôlé et Jean a eu du mal à sortir de ce cash control. Je me rappelle à son retour lors du Bellator France. C'est ça, on avait déjà vu un peu cette configuration au Bellator, exactement. Ouais. C'était un peu la même chose. Donc en fait, les gens maintenant, ils adoptent la même stratégie face à lui. Voilà. Après, on a vu des magnifiques enchaînements au pied-point et vraiment, pour le coup, voilà, on connaît Jean. Et donc, un peu déçu pour lui parce qu'il voulait vraiment revenir fort. Donc après, on le sait, c'est difficile. Et ensuite, il y a eu deux combats qui ont été. Yacine Belladj devait affronter un vétéran UFC il y a quelques. Je crois avant qu'il y aille, ils ont annoncé que son adversaire était out. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas c'est quoi les raisons. Je ne sais pas si c'est le Covid ou pas. Ouais. Ensuite, il y a eu Mehdi. Donc Mehdi en Ibnek qui s'est désisté. Et enfin, on a Djati Mélan. Donc, je ne sais pas s'il est ivoirien ou français. En tout cas, bon, il s'entraîne en France et il représente aussi la France. Mais voilà. Donc, on va dire qu'il est ivoirien et français. Et qui a fait une grosse guerre et qui s'est imposé. Et qui a eu très, très chaud au 5e round. Ouais, franchement, je disais respect à lui parce qu'il est sa dernière sortie, c'était lors de l'ARES 1 à Dakar. Et venir faire un 5x5 après 2 ans d'absence, et surtout avec une performance comme ça, respect, franchement, respect. Comme tu as dit, il a eu un petit peu chaud sur le 5e round, parce que je pense qu'il a pas mal usé d'énergie. Il a fait, je crois qu'il a totalisé entre 20 et 25 takedowns. C'est quand même énorme. Les gens, il faut qu'ils se rendent compte, c'est énorme. Après, moi, il m'a impressionné par son niveau de lutte. J'ai trouvé qu'au sol, il aurait pu garder des fois le combat peut-être plus longtemps au sol pour s'éviter d'à chaque fois ramener le combat au sol. Ouais. Deuxième chose, c'est que j'ai trouvé qu'il voulait dominer à chaque fois les 5 minutes du combat, du round, alors qu'en fait, des fois, quand tu domines 4 minutes, ça sert à rien de s'essouffler à aller rechercher la lutte dans la dernière minute. Plus de gestion de sa part, plus d'intelligence de combat, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense que dans la gestion, il y a un palier à passer. Mais en tout cas, magnifique performance. Revenir sur 5x5 pour une ceinture, en tout cas, chapeau. Après 2 ans, c'est énorme. C'est ce que je disais, c'est que les Français avaient perdu toutes les grosses ceintures dans les organisations. Je pense à Amin Ayoub qui avait perdu sa ceinture au Brave, Morgan Charrière qui avait perdu sa ceinture au Cage Warrior et Saladin Parnasse qui avait perdu sa ceinture au KSW. Et donc lui, il nous remet un peu sur le toit du monde ou le toit européen, on va dire. Et ça fait plaisir de voir des Français, en tout cas, qui performent au Cage Warrior. C'est ça. Il me semble qu'on n'a oublié personne. Il y a eu un combattant, il y a eu c'était pas une trilogie, mais il y a eu 2 événements du Cage Warrior. Ouais. Et le samedi, donc c'était lors du Cage Warrior 132. Il y avait. Non, 134. 134 Non, 132 gros. 132. C'était 134. Et vous aviez 2 gars du Factory justement qui combattaient là-bas. Donc pareil, je sais pas qui est parti les coacher. Il y avait Conmandé. Pico qui était avec eux. Ok, il y avait Conmandé et Samir Faidin qui eux n'ont pas été testés positifs alors qu'ils étaient en contact avec Mehdi. C'est bizarre d'ailleurs.
Bah, en fait, Mehdi, il était dans une chambre isolée. Je crois Ouais, qu'ils avaient mais chacun leur bulle, ouais. quand ils voyageaient et tout, ils étaient en contact, tu sais très bien comment ça se passe. Ouais, ouais. En tout cas, malheureusement, bilan négatif parce que Coleman, il perd par TKO au deuxième round Ouais. et Samir Païdine, c'est la descente aux enfers. Enfin, descente aux enfers. C'est-à-dire que c'était l'ancien champion du Cage Warrior qui a perdu qui la recombat sur un gars, même s'il est fort, normalement, qui devait être à sa portée. Et malheureusement, Samir se perd par décision, unanime. Ah, compliqué, hein. Surtout que je me rappelle à une époque, il était quand même. C'était un gros prospect chez les flyweights. Donc espérons qu'il remonte la pente et qu'il revienne au plus gros niveau. Ouais, On et sait que. peut-être combattre une organisation, sortir du Cage Warrior, maintenant qu'on peut combattre en France, et pour reconstruire un peu sa carrière. Ouais, ça serait bien. Ouais. En plus, surtout qu'on sait que les flyweights, tu sais, c'est un peu comme les poids lourds, c'est pas une catégorie qui est aussi fournie que ça, tu vois. Donc, Ouais, en fait, tu peux vite monter si tu t'y prends bien. c'est ça. Donc ensuite, il y a l'UFC 269, événement de malade. Tu sais que j'ai vraiment rattrapé aujourd'hui l'UFC. Je viens de voir il y a quelques heures le combat d'Oliveira. Bon, j'avais vu le finish, mais Ouais. quand même, hein. Quand même, on avait commencé à teaser, je crois, la preview, et je disais que le cœur, il était pour Poirier. Mais je crois que je l'avais dit que Oliveira pouvait créer la surprise. Et en fait, pour moi, c'était juste l'aspect psychologique qui jouait là-dessus. Parce qu'en fait, au vu du palmarès de Poirier, on disait. En fait, là, j'avais l'impression que malgré que Oliveira soit champion, que c'était lui le challenger. Tu vois ce que je veux dire? Et que les gens ils ont aussi sous-côté Oliveira parce que franchement, il a fait un très bon combat, même si il était à deux de se faire finir. Et au vu de sa carrière en dents de scie, je pense que c'est ce qui le rend encore plus dangereux, tu vois. Poirier, lui, il a préféré aller prendre le money fight que de prendre le title fight. Et on va dire, l'espoir que j'avais, c'était parce que Khabib avait, entre guillemets, pronostiqué que Poirier serait champion fin d'année 2021, je crois, il me semble. Donc je me disais, bon, je vais croire en ce que Khabib a dit. Finalement, non, c'est pas passé. Et je pense que ce qui a joué dans ce combat-là, c'est le deuxième round. Tu sais, le deuxième round qui perd, il se retrouve sur le dos du début du round à la fin du round. Et tu sais, psychologiquement, tu as l'impression que peut-être qu'il se rappelle du combat de Khabib. C'était son deuxième combat pour la ceinture, parce que la ceinture intérimaire, on ne va pas la compter. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça lui a rappelé des souvenirs et je sais pas, il s'est laissé dominer en fait comme ça au troisième round. Il se fait prendre le dos, il se fait étrangler encore une deuxième fois pour le titre en plus. Et lui-même, il avait précisé sur les réseaux que c'était un moment assez dur pour lui. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Bah, moi, en fait, pour revenir sur le combat, donc premier round, vraiment, pour le coup, c'est ce que je m'attendais. Mais moi, je m'attendais à cette physionomie de combat sur les 5 rounds, pour être honnête. C'est-à-dire que Ouais. je me suis dit, à un moment donné, je pensais que Poirier allait le finir, quoi. Parce que je pensais qu'il avait cette constance et cette régularité sur 5 rounds. Au deuxième round, il fait une erreur de débutant, à mon sens, Poirier. Oliveira, il prend une omoplata qui n'est pas vraiment verrouillée. Tu vois, bon, il n'y a aucun risque de soumission, mais comme une sangsue, tu vois, il l'attrape, mais vraiment, il l'attrape. Apparemment, là, il y a un petit. Il lui a accroché le gant, apparemment. Je crois que c'est ce qu'il a dit à la conférence de presse. Tu vois qu'il y a un peu de vis, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que Poirier, je ne sais pas ce qu'il fait. Au lieu d'exploser en mode grosse débauche d'énergie, t'exploses, tu fais le pédalo, tu te relèves. Il a fait une sorte de roulade, genre tranquille, vas-y, tranquille. Pour le reprendre dans la garde. Et là-dessus, Oliveira vient dans la garde. Poirier, pour moi, adopte la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'il verrouille tout. Ouais. Il verrouille tout. Pendant 4 minutes, il se dit, vas-y, je perds le round, tant pis, c'est 5 rounds. Donc, je me dis pas grosse débauche d'énergie. Sur la fin du round, déjà, je vois Oliveira qui prend de la distance et je vois pareil, il est dans l'acceptation, il met pas de coup de pied pédalo, il met pas les pieds sur les hanches, alors qu'il reste 10 secondes, il n'y a aucun risque. Et en plus, déjà, des gros coups de coude à la fin. Ouais, donc là, déjà, je trouve ça bizarre. Troisième round, Oliveira, la grosse intelligence dans son coin, on lui dit arrête de boxer, va coller contre la cage. Va coller contre la cage. Il colle contre la cage et là, encore une fois, Poirier, je ne comprends pas son attitude. Il accepte, il est dans l'acceptation, il n'explose pas. Et en fait, tout doucement, Oliveira, il met un crochet. Au début, tu dis non, c'est impossible, il ne va pas y arriver comme ça. Tu vois, c'est trop facile.
puis après il s'installe, puis il passe le bras et il soumet. Et en fait, j'ai l'impression que, ouais, comme tu as dit, limite, il est sorti de son combat au 3e round. Il s'est dit, ouais, en gros, qu'il a, il a abandonné. Il s'est dit, vas-y, c'est bon, ça va m'arriver. Et donc, grosse déception. Et après, force est de constater aussi quand même que Oliveira, c'est un putain de gros champion et que je l'ai sous-estimé parce que je pensais vraiment que Poirier allait s'imposer. Et en fait, je trouve que Oliveira, depuis qu'il a 70 kilos, il a une capacité d'encaissement qui est beaucoup plus importante qu'à 66. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et même, je pense que là, il est vraiment en train de montrer qu'il va durer sur le trône. Parce que même après avoir passé un premier round comme ça, tu sais, il arrive à renverser la vapeur. Ça peut que le renforcer mentalement, même physiquement. Il va être encore de plus en plus confiant. Et j'ai même vu un post de la sueur tout à l'heure qui disait qu'en fait, Gaethje, il a dit qu'il a. En gros, Gaethje, vu que c'est le prochain challenger, il disait quoi exactement? Qu'il a intérêt à avoir une meilleure boxe que Charles Oliveira, sinon il va passer un sale quart d'heure. En gros, même lui, il est en train de louer les qualités de Charles Oliveira, alors qu'avant ce combat-là, j'ai l'impression que c'était entre guillemets le champion qui est là sans vraiment le mériter. Et là, les gens sont en train de lui montrer tout le respect qu'il mérite. Surtout que Gaethje, quand même, il faut dire un truc, c'est que son niveau au sol, face à Khabib, on l'a vu, Khabib, il est fort, hein, c'est un très bon bloqueur et tout, mais c'est quand même pas un tueur sur le dos, tu vois. Et la facilité avec laquelle il a passé le triangle sur Gaethje, c'était quand même étonnant. Maintenant, il y a quelque chose de sûr, c'est que Gaethje, en défense de lutte, c'est pas Poirier quand même. Ouais. Par contre, on le voit, la lutte que va utiliser Oliveira, c'est plus une lutte où il va aller chercher d'abord casser la distance et ensuite il va gripper, etc. C'est pas une lutte où il va aller chercher la double, etc. Ouais. Bah écoute, ça a un beau combat en perspective et puis on verra ce que ça va donner. C'est là en fait justement où ça va me paraître dangereux pour Oliveira parce qu'il va être obligé de casser la distance. Et c'est lorsque tu rentres dans cette zone rouge de Gaethje que ça devient dangereux. Et sur ça, en fait, j'ai un peu du mal à pronostiquer, même si le combat n'est pas encore annoncé. Mais on sait que Gaethje est le prochain. Mais j'ai un petit peu du mal à voir à voir Oliveira s'imposer, tu vois. Et j'aimerais bien que sur la même soirée, ils nous mettent Dariush contre Makhachev. Ça serait Ouais. vraiment top. Après, ils ont le même temps de récupération pour aller sur la suite. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Tu voulais rajouter quelque chose sur. Non, sur là après, on peut vite fait faire quand même Amanda Nunes, quoi, la contre-performance incroyable. Ouais, franchement, j'ai pas été, je me suis pas mis à jour là-dessus. Ouais. C'est simple, elle fait un premier round parfait, mais son adversaire, elle est présente. C'est-à-dire que elle fait le premier round où elle boxe, elle touche, ça va au sol, elle prend des positions fortes. Elle n'arrive pas à développer bien son ground and pound, mais elle domine de manière outrageuse, tu vois. C'est pas 18, mais c'est une domination totale. Elle revient dans le second round en mode vas-y, c'est bon, on va boxer maintenant, je vais le finir, tu vois. Et en fait, elle vient et au début, bah, tu vois, Juliana Pena, elle recule et elle met du jab en contre et ça touche. Et en fait, elle est vexée, Nunes, tu vois, elle est vexée. Et elle se dit vas-y, je vais fumer. Et elle avance et elle essaye de mettre des gros coups. Mais l'autre, de plus en plus, ses jabs, il touche. Et en fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la barre d'énergie de Nunes, elle descend parce qu'elle essaie de mettre des gros. Et l'autre, elle contre de plus en plus fort en ligne. À un moment donné, Nunes, elle est tombée. Enfin, elle est touchée. Ouais. Pena va la coller. À peine, elle lui fait un crochetage. Elle n'a même pas verrouillé les crochets. Elle glisse la main sous le menton de Nunes et Nunes tape directement. Donc, clairement, elle a un petit peu abandonné avant. Clairement, elle a grave abandonné. Après, vraiment, sincèrement, je pense que je m'inquiète pas pour Nunes pour le prochain combat. Maintenant, je pense qu'elle galère à perdre le poids. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'elle va pas faire 1000 combats encore dans cette KT. Mais vraiment, sincèrement, pour le match revanche, je pense que Nunes va exploser Pena. C'était chez les Bata, moi. Ouais. Parce qu'elle détient deux ceintures. Featherweight et Bantamweight. Mais sauf qu'il lui reste une seule ceinture. Ouais, il lui reste une seule ceinture, mais il me semble que la catégorie Featherweight, elle est presque inexistante à l'UFC. Bah, quasiment, ouais. Il n'y a pas grand-chose, tu vois, tu le vois, et c'est pas fou, quoi. Et après, sur la même carte aussi, juste on fait les résultats, mais il y a Cody Garbrandt, c'est la descente aux enfers, le pauvre. Il prend un gros KO par Kai Kara France, là. Ouais. Donc lui,
qu'il va bientôt sauter de l'UFC. Bah, il est sur 1-5 quand même sur ces dernières. Bon, il a Ouais, c'est à compliqué. Ouais. l'image de Kevin Lee, à l'image de James Vick à un moment donné, à l'image de beaucoup de combattants. À un moment donné, ça a été Almeida, c'était la descente aux enfers. Je pense à Brendao aussi, qui a eu la ceinture à un moment donné, c'était la descente aux enfers. Ouais. Bon, en tout cas, pour lui, malheureusement, ça va être compliqué la suite. O'Malley qui continue il le tacle. est arrivé trop vite au sommet. C'est exactement ça. Et justement, on en parlera là pour l'UFC d'hier, parce qu'on était en désaccord. Et pour le coup, ça m'a donné raison. Mais voilà. Sur Chris Docos. Ouais, exactement. J'ai pensé à toi en plus. Ouais. Et bah ouais, attends, il y a Sean O'Malley qui s'est imposé. Bon, voilà. Après, franchement, j'ai trouvé en plus en difficulté sur ce combat. Je trouvais qu'il avait du mal à trouver son rythme. Mais au moment où il a touché, il a su vite accélérer et gagner. Il est sur Musical, ouais. Et enfin, Dominique Cruz qui me surprend et qui s'est imposé face à Pedro Munoz et qui a gagné par décision. Donc, grosse performance pour les anciens. C'est ça. On passe au KSW. Et franchement, quelle fierté d'être français. Je crois que je voulais te poser une question juste avant ça. Ah non, c'est bon. C'est bon, ça va venir juste après. KSW, par contre, belle victoire de Saladin, mais je trouve que tu n'as pas été objectif en disant que c'était une masterclass. Parce que franchement, Torres, il a répondu présent. Hein. Et non, pour parler de globalité, j'ai même senti que Saladin n'était pas confiant après le combat. Il n'était pas satisfait. J'avais l'impression qu'il n'était pas satisfait de lui. Je ne sais pas ce que tu as pensé au niveau du ressenti, mais j'ai l'impression que. Après, pour être honnête, le combat, je l'ai regardé à travers un live. Donc, j'avais pas, tu vois, l'écran bien devant moi et tout. Il va falloir que je le re-regarde, mais en tout cas, du premier visionnage, j'ai pas l'impression que c'était une totale domination, tu vois. Alors, moi, je vais te dire ce que j'ai pensé quand j'ai vu le combat. Ouais. Et après coup, je vais te dire les informations que j'ai eues du combat. Comme ça, moi, quand j'ai vu le combat, au fur et à mesure, je vois un Saladin qui prend le combat et qui le prend cette fois-ci avec beaucoup de réflexion et d'intelligence de combat. C'est-à-dire que pour moi, il a grimpé dans sa manière de combattre parce que maintenant, il met plus d'intelligence. Et moi, le combat sur l'ensemble, ça m'a fait penser au combat de GSP contre Kochnek à l'époque où juste avec un jab, il a fait la différence. Moi, je vois 4 rounds pour Saladin et 1 round pour Torres. C'est le 3e round que je donne à Torres. Et le premier round qui est assez serré, mais je le donne à Saladin. Dans l'ensemble, on l'a vu le combat, on a vu un Saladin qui se jetait pas trop, on a vu Torres qui essayait de casser la distance à tout prix, et on a vu Saladin débiter beaucoup en ligne et parfois envoyer les jambes, et ça a plutôt marché. Je suis d'accord avec toi pour dire que effectivement, le fait qu'il ait perdu contre lui par KO, etc., ça l'a marqué et on l'a bien vu. Ouais, je pense que ça a dû un petit peu le. Parce qu'à un moment donné, on voyait qu'il faisait beaucoup de dirty boxing. Torres, il envoyait de. Tu vois, j'ai l'impression qu'il voulait avoir son lucky punch. Donc, c'est vrai que quand tu as un adversaire comme ça, en plus, il est physique, ça peut freiner aussi parfois. C'est ça. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est que Daniel Torres est archi fort. Pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très, 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 très bon, Daniel Torres, bien préparé. Il faut savoir que Daniel Torres, il a raté la pesée de 500 grammes. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Daniel Torres était destitué de sa ceinture. Et si Saladin gagnait la ceinture, il prenait la ceinture. Si Saladin perdait le combat, il y avait plus personne n'avait la ceinture. Donc Saladin, il a pris 30% de la bourse de Torres et destitution de la ceinture de Torres. Donc après coup, moi, je communique un peu avec Arnaud Templier, je le félicite, je lui dis bravo et tout. Et en fait, il me dit, ouais, Saladin, à la fin du premier round, quand il revient, il dit, je me suis niqué les côtes. Ouais, il a dit faire la côte sur un middle, je crois. Alors, je sais pas c'est sur quoi, mais en fait, il a dit qu'il s'est fait mal sur un middle, dans l'interview d'après-combat. Comme quoi, tu vois, Torres, il frappe fort quand même. Et il s'est niqué les côtes, il revient dans le coin, il dit, j'ai archi mal. Et du coup, il fait tout pour éviter les phases de corps à corps. Et quand il est au 3e round au sol, en fait, comme il sait qu'il est en avance sur les deux premiers rounds, il prend le risque d'exploser pour se faire une déchirure parce qu'il a trop mal. Et du coup, il accepte la domination. Voilà les informations que j'ai. Ok, ouais, donc on peut mieux comprendre. Mais après tu as raison. Au sens de masterclass, c'était pas une domination outrageante. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il a annulé un gars qui est hyper, hyper dangereux.
Ouais, c'est vrai. Et je trouvais que le combat référence de Saladin, c'était Bushinger pendant longtemps. Et en fait, je trouve que Daniel Torres euh, était le combattant le plus dangereux pour le style, pour l'opposition de style, Ouais. le plus dangereux qu'on puisse proposer à Saladin Et tu aujourd'hui. penses qu'on aurait droit à une trilogie? Bah, en tout cas, ça serait pas. Je trouve que ça serait pas volé si on donnait la chance à Torres de faire cette trilogie, parce que pour le coup, il a répondu présent. Et attention, hein, fracture du tibia, enfin ou de l'insertion au niveau du tibia pour Torres. À la fin du combat, il est parti sur une chaise roulante. Et je crois qu'il a un truc au plancher orbital. Donc, franchement, il a pas démérité. Après, ce que j'ai vu dans l'interview post-combat, Saladin, il demande à faire la ceinture des 70 kilos. C'est Donc, ça. il veut faire le doublé. Bah, en plus, Donc, d'ailleurs, il y a une question il y a une question qui nous demande, Parnas doit faire le grand saut vers l'UFC. Ça suffit le KSW. S'il est bon, il fera aussi de l'oseille là-bas. C'est vrai que, ouais. bon, il me semble que lorsqu'il a pris la ceinture, il me semble qu'il a renouvelé un contrat de 4 combats. Et donc là, il me semble qu'il lui reste 2 combats. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être que c'est le bon moment Alors, d'aller à l'UFC. en fait, je vais pas parler des chiffres à sa place, mais je peux vous assurer qu'il doit toucher. Il Ouais, touche très bien sa vie. Il gagne très bien ouais, sa vie au KSW. Maintenant, on vous dit, ouais, faut partir à l'UFC. Il va à l'UFC. Saladin, c'est quelqu'un qu'on va acheter pratiquement tout de suite dans le top 15 ouais, à 66. On connaît le niveau 66 kilos à l'UFC. Il est monstrueux. ouais. Monstrueux. Il est jeune. Il a 24 ans. Il vient d'avoir 24 ans. Est-ce qu'il a intérêt à aller si jeune à ce niveau-là? Moi, j'en suis pas sûr. De toute manière, je ne prends pas part. Mais moi, je comprends sa décision de rester au KSW pour le moment. Parce que c'est pas un combattant qui a la chance d'aller à l'UFC. C'est-à-dire que c'est un combattant qui est tellement fort qu'on Ouais, va tu lui peux y aller. proposer à plein de reprises dans sa carrière. Et en fait, ça déjà, c'est quelque chose que peu de combattants déjà signent à l'UFC, c'est rare. Mais alors en plus de ça, d'avoir la chance de pouvoir choisir quand tu signes à l'UFC, c'est encore plus rare. Donc en Ouais, tout cas, ce après, que j'ai envie de ouais, dire, c'est que dis-moi. si l'UFC lui confirme, ça veut dire que dans le deal avec l'UFC, on te dit c'est bon, on va te construire un peu comme Sean O'Malley, t'inquiète pas, on te construit, tu vas faire étape par étape et tout, t'as raison, autant y aller. Maintenant, il ne faut pas croire que le niveau du KSW, il est loin derrière le niveau de l'UFC. Hein. Les numéros 2, 3 premiers du KSW sont aussi forts que certains top 15 de l'UFC. Il ne Ouais. faut pas non plus minimiser le niveau du KSW. Hein. Non, bien sûr, moi je pense que les gens ils disent ça par rapport, on va dire, à la carrière. Parce qu'on sait que le Graal, ça se trouve à l'UFC. Après, je peux comprendre parce que c'est vrai que le KSW, il paye généreusement leur athlète. Bah, d'ailleurs, il y avait Khalidov qui a combattu aussi en main event, qui avait en fait refusé l'UFC parce qu'il disait qu'en gros, pourquoi j'irai à l'UFC alors qu'au KSW, je trouve que j'ai des 100 000 dollars, 200 000 dollars. On sait que le contrat de base de l'UFC, c'est au minima 10 plus 10 et c'est en dollars. Il y a les taxes de moins 30%, tu nous en avais parlé un jour. Khalidov, c'est un Polonais, il a 40 ans. Franchement, on l'a vu hier, il a perdu. Enfin, ce que je veux dire, sa carrière était derrière lui au moment. Bien sûr. Donc, ouais, après, ce choix-là lui appartient. Je pense que, comme tu as dit, ouais, après, voilà, les avantages, c'est qu'il est encore jeune, qu'il a un bon palmarès, qu'il est très, très fort, qu'il a encore une marge de progression. Donc, après aussi, je me dis, tu vois, comme des mecs comme Max Holloway qui ont été très jeunes à l'UFC, ce serait peut-être pas mal d'y aller aussi là. Il a 24 ans, l'UFC vont prendre le temps de le construire. Surtout que l'UFC, ils savent que le marché européen, enfin encore plus français, c'est un marché qu'il faudra, on va dire, faire évoluer petit à petit. Donc, je pense pas que si demain ils le mettent à l'UFC, ils le mettront contre un top 15, contre un top, voire un top 20. Ils Oui, vont prendre le c'est temps ça. de le construire et tout, tu vois. Il faut discuter, je pense, mais nous, on n'est pas au courant de tout. En tout cas, voilà, faut juste aussi moi, ce que j'essaye de mettre dans la balance, c'est juste que les gens comprennent qu'il y a des contextes, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, une carrière, tu peux vite être au sommet, et si tu brûles Ouais. les étapes, tu peux vite te retrouver dans des situations difficiles. Bah, tu sais, ouais, c'est ça. Il y a aussi, au contraire, comme Tom Duquesnoy qui a trop pris son temps et au final, il a été. Pour Et, moi, tu Duquesnoy, vois. moi, je pense pas qu'il ait trop pris son temps. Je pense qu'il a justement compris très longtemps que ça allait être très dur pour lui l'UFC. Et je pense que quand il est arrivé à l'UFC et qu'il a vu la montagne à gravir, il a dit non, c'est pas pour moi.
Sincèrement, je pense que psychologiquement, il n'était Ouais, pas d'après un prêt. coup, ouais. Il avait plus envie. D'ailleurs, on le voit maintenant, il est passé sur autre chose, quoi. Il est dans la méditation et tout. Il est plus du tout. Ouais, Il a pas ce combattant, quoi. c'est ça. En tout cas, c'était un gros espoir français, hein. Ouais, mais moi, je me souviens avec Taylor quand on combattait, et je vais carrément dire, il s'est permis de dire, c'est-à-dire qu'on disait, ouais, regarde, et Michael Lebou et Taylor Lapillus ont signé à l'UFC et tout, toi, tu as envie de signer à l'UFC, et lui, de manière un peu hautaine, a dit, moi, le jour où je signe à l'UFC, c'est pour combattre que sur des UFC numérotés. J'ai envie de te dire, quand tu fais les performances après coup, quand tu vois les performances qu'il a fait à l'UFC, Mm. j'ai envie de lui dire, bah, tu vois, j'ai envie de lui renvoyer en pleine tête. Mais c'est même pas, tu vois, c'est même pas méchant. Mais c'est juste que le karma, il l'a puni. Tu vois, aujourd'hui, je pense il serait jamais permis de dire un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand on lui a, Le roquinier. non, mais Ouais, quand on lui a dit, tu vas affronter, tu sais, l'anglais, là, Nathan Wood, à ouais. l'UFC, il a eu une fracture intercostale direct qui est arrivée. Tu vois? Mais tu sais que juste avant ce combat-là, il a fait un combat qui était hyper, 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 hyper discuté. Et en Ouais, fait, il a été donné vainqueur. Mais je te jure, Mika, à aucun moment il gagne le combat. Et le mais combat, je il a le sais. tellement été, le combat, il a C'était cool. tellement été disputé que j'ai l'impression que c'est ce combat-là qui lui a mis comme on dit, une fracture du mental, qui l'a vraiment, tu vois, qui l'a refroidi. Que, AB, ouais, tu vois ce mec-là dont tu parles, c'était un Renoir qui sont partis chercher l'American Top Team. Ce mec-là, l'UFC lui avait résilié son contrat pour Tom Duquesnoy. Ils sont partis le re-signer pour un combat ouais. et il a affronté Tom Duquesnoy. Donc c'est pour dire, ce que je veux dire, c'est que l'UFC a vraiment essayé en plus de le construire. Ouais, C'est c'est pas ça, comme c'est ça. si. C'est le petit Frenchie qui, tu vois, qui faisait sur le grand écart. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, En tout je pense cas, que c'est ce combat-là qui l'a là, cassé. tout ce que je peux dire là, Taylor, il pourra le confirmer parce qu'il l'a vécu en même temps que moi. Ok, donc, Tom, bah, si tu écoutes notre podcast, c'est très bon, c'était pour toi. Mais maintenant, il est apaisé, il fait de la méditation, donc il est loin de tout ça. Ouais, je vais me permettre de lui envoyer la capture d'écran de la vidéo sur Instagram. On passe au 100% Fight, Ouais, à 100%. l'événement des Français de ce week-end. En fait, je rigole parce que j'ai reçu des messages et bah, toi qui as commenté sur RMC, bah, Non, pas sûr. félicitations, Mika, tu commences à rentrer dans le groupe RMC, on dirait. Maman. C'est mérité, c'est mérité. Et bah, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Personnellement, j'ai vu les résultats, j'ai pas vu tous les combats parce que Ah, H, il ne veut pas me donner mon accréditation média. H, s'il te plaît. juste, Respecte la étiquette quand même. c'était pas sur RMC, c'est sur la plateforme pay-per-view du 100% Ok, Fight. Mais par contre, c'était ok. avec Antoine. Ok, d'accord. Donc, je pensais que vous avez commenté. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Bah, qu'est-ce qu'on a pensé de cet événement? Bah, pareil, déjà, je vais faire le point sur l'organisation en elle-même, sur la logistique et tout. Le Cirque Borman, franchement, il est hyper adapté au combat en cage parce que tu Ouais, as un cercle, la cage est belle, le jeu de lumière est bien, l'enchaînement des combats se déroule bien, c'est rapide, la salle était pleine, la bonne dimension en tout cas pour la carte qui était proposée. Donc au niveau de ça, j'ai pas grand chose à dire. Ça, en tout cas, visuellement, ça, pour le coup, visuellement, ça ouais, ressortait vraiment bien. Alors effectivement, c'est pas le RS, hein, faut pas se mentir, c'est pas le même niveau d'investissement. Mais par contre, c'était vrai. Je trouve pour que les combattants qui font leur arme dans le MMA, c'est une très bonne organisation. Et donc, du coup, ça, c'est le top. Pour revenir sur la carte, il y a eu des beaux combats de toute manière. Il y a eu des beaux combats. Maintenant, effectivement, il y a eu 3-4 combats très déséquilibrés. Et un peu à l'image de ce qu'on avait dit sur l'Hexagone à un moment donné, où ouais, on quel disait Ukrainien. il y a un filon avec les Ukrainiens qui fait que les combats sont trop, c'est trop inégal, etc. On l'avait vu aussi à la Nuit des Champions avec l'adversaire de Vincent Delgara en main event, où Ouais. l'Ukrainien était plutôt à la hauteur. En fait, on voit qu'il y a un filon, là, je sais pas c'est qui manage ces gars, et qui envoie des gars, et en fait, les gars, ils sont soit pas préparés, soit il y a vraiment un problème. Ça, c'est indéniable. J'en ai parlé avec Hatch. Hatch, il a conscience de ce qui s'est passé.
Maintenant, à sa décharge, et ce qu'il me dit, moi, sur le papier, on me vend des combattants. Et lui, quand il voit les palmarès, il voit des gars d'expérience. Donc, il ne peut pas présumer ou savoir ce qui s'est passé, tu vois. Bien Maintenant, sûr, après, je trouve que tu sais, il y a ce devoir-là de checker quand même les combats. Et là, comme tu l'as dit, il y a le référencement Fight Matrix, tu sais, qui montre que si un combattant, au bout de 5-6 combats, il n'est pas classé, c'est qu'il y a un petit problème, tu vois. entièrement d'accord avec toi, Ibi, pour dire qu'il y a eu des combats déséquilibrés. Et il y a eu aussi des combattants, je pense, qui n'ont pas été sérieux dans leur préparation. Là, je vais citer 2 combats où c'était pas des Ukrainiens. Il y a eu Ramzan Djambiev qui a performé et qui a fait une super Ouais, prestation face à Michael Ben Simon. Et en fait, j'ai eu le sentiment que Michael Ben Simon, il était plus là pour essayer de faire le buzz ouais, autour de la popularité de Ramzan que ouais. réellement de combattre. Dans le combat, il se fait dominer de manière Flagrant. nette, Ouais. brutale, et il se permet parfois d'avoir le sourire, etc. Bon, inutile. Zéro. Attitude zéro. Ensuite, il y a un autre, le main event, Joël Kwadja qui bat Emric Yumbi. Emric Yumbi, il revient d'une longue période d'absence, mais on l'a vu dans son corps, etc. Il était Mhm. beaucoup trop. J'ai J'ai presque. un petit peu été surpris là-dessus. Après, pas pour lui trouver des excuses, mais dans son interview d'avant-combat, en fait, il me semble qu'il revient d'une longue convalescence. Il avait fait un accident de voiture, apparemment. Non, Et pour l'avoir vu, pour avoir déjà combattu sur les mêmes cartes kilos 100% fight à l'époque du Pancras, franchement, je m'attendais vraiment à ce qu'il livre une guerre. Parce que c'est un très gros striker. Il a mis pas mal de beaux KO. Mais c'est vrai qu'en fait, là, dès que j'ai vu le résultat et à peu près le combat aussi, été un petit peu déçu, tu vois. Je m'attendais vraiment à que ce soit une guerre, tu vois. Mais là, c'était à sens unique. et surtout, tu vois, physiquement, tu voyais qu'il ne s'était pas préparé. Donc, effectivement, c'est pas à sa décharge. Mais Mhm. quand tu mises sur un athlète et qu'au final, tu t'aperçois qu'il n'est pas prêt, tu vois, ça, c'est compliqué. Bien sûr. Ensuite, derrière, coup de projecteur quand même sur un combattant qui m'a vraiment impressionné. Il vient de la team de Davy Gallon, qui a affronté un des gars de la Hatch Academy. Alors, son nom, il est imprononçable. Donc, je vais dire son Déjà nickname. que tu as du mal avec les simples prénoms. Non, mais il s'appelle Pruetikorn Chaichong Charoen. C'est hyper compliqué. Ouais. Et son surnom, c'est The Title. Title. Et franchement, il a fait un fight de fou. Ce gars-là, retenez son nom. Ah, Il va faire quelque il a affronté Djibril, un ami à moi. Ouais. Djibril Nsenga. Et franchement, il a fait un super fight. D'ailleurs, pour moi, c'est le combat de la soirée, leur combat. C'était le premier combat de la carte et c'était le combat de la soirée. Merveilleux. Et il y a eu un deuxième combat, c'était Max Renard contre Ronnie Bouzy. Ronnie Bouzy, ouais, chez les poids lourds. Et en fait, on voyait Ronnie Bouzy qui était pas bien, hein. Franchement, il n'est pas bien rentré dans son combat. Ouais. On voyait qu'il était crispé, etc. On voyait Max Renard qui était très détendu. Et on le dit souvent, la phase, tu sais, où ça s'accroche dans la cage et que ça se décroche, c'est souvent une phase où il y a beaucoup de chaos. Et en fait, quand il a décroché, Max Renard, il avait les mains en bas. Ouais. Et Ronnie Bouzy, en fait, il lui a foncé dessus un peu comme Victor Belfort avec Vanderlei Silva. Il l'a Ouais. touché et KO net. Magnifique. Et en plus Max Runa, il était venu après une longue période et son dernier combat, c'était contre Zoumana Cissé. Je crois que c'était à l'époque du Pancras. Ça remonte à pas mal de. Peut-être au moins, ouais, presque 10 ans. Là, il faisait Ouais, un c'est ça. grand retour et félicitations à Ronnie parce qu'il a vraiment mis KO net, hein. C'était vraiment, j'ai revu les images, c'était vraiment un très très gros KO. Donc voilà. Après, il y a eu Joël Kwadja donc, qui a battu Emric Yumbi. Ouais. Donc lui, c'est un peu la douche froide parce que ça fait 2 événements qui se préparent. 2 événements qui battent des gars qui sont malheureusement pas prêts pour Ouais, lui. ouais. Au final, ça gâche un peu son plaisir, tu vois, parce que Et la d'ailleurs, prestation est. petite aparté, Max Renard, en fait, il est programmé sur le RS3. Ça, c'est un partenaire d'entraînement à moi, un Allemand, un poids lourd. Donc Ah après, ouais, là, le fait qu'il s'est pris KO, je ne sais pas s'ils vont garder le combat. Mais voilà, c'était pour faire une petite parenthèse. ça roule. Et ensuite, bon, bah, il y a Boubacar Niakate qui a battu un Ukrainien de Mm. manière assez facile. On a Kevin Petit aussi qui a battu l'Ukrainien de manière facile. Par Et contre, ouais, j'aimerais revenir sur Kevin Petit parce que je comprends pas. En fait, je sais pas si c'est une intention personnelle, mais tu sais, à un moment donné, il était, on va dire, promis à être un grand champion. c'est Et je vrai. sais pas qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps.
sans dénigrer le 100% fight, j'y suis passé, t'es passé par le 100% fight, mais on sait qu'on va dire qu'il y a des échelons à gravir, surtout au niveau des organisations. Et en fait, il est passé c'était une organisation en Suède, il avait pris la ceinture. Après, il est combattu au Rising, et depuis, en fait, il est combattu même 2 fois au Rising, il me semble. Et après, il est Une perdu fois. par KO. Une fois? Ok. En fait, Kevin Pecci, moi, mon sentiment, c'est que c'est un gars qui qui a un bel avenir dans le MMA, qui est talentueux, qui fait des belles choses, mais qui doit avoir à un moment donné un problème. Il n'arrive pas à passer le cap. Il a perdu contre notamment quand même des gros noms. Il a perdu contre Pimblet, Ouais. Whitford. Il a perdu quand même. Il a affronté des gars solides. Mais dès qu'il a combattu dans des grosses organisations, donc Ouais, je pense à l'ACB. Il a combattu à l'ACB. Il a combattu au Rizin. Il a combattu au RCC. Dès qu'il combat dans des organisations un peu compliquées, où il doit, voilà, où ça devient un peu compliqué, il y a un truc qui fait que psychologiquement, il est pas là. Parce que quand tu regardes, il est dans la catégorie de Taylor, ouais, Bantamweight, il a quand même 17,5. 17,5, tu sais, normalement, tu es déjà même si c'est pas à l'UFC, au moins dans des grosses organisations comme le PFL ou même le Bellator, voire même l'UFC, tu vois. Et en fait, c'est un petit peu étonnant. Je me dis, qu'il va se contenter de combattre encore dans des organisations mineures, entre guillemets, et voilà, Ouais. juste faire ça pour le plaisir, ou aussi il va chercher à performer à un moment donné dans les plus grosses organisations, comme il le faisait il y a quelques années. Donc, Alors, c'est écoute, un petit peu la question que je me posais. c'est la même question parce que clairement, je pense que là, il est en reprise de confiance pour reprendre la confiance. On sait, il avait la ceinture à l'époque du 100% fight quand c'était dans les règles du pancras. Là, toutes les ceintures ont été destituées et vont être mises en jeu. Maintenant, je pense qu'il est en prise de conscience et de confiance et que son but, c'est d'aller signer dans des organisations un peu plus grosses. Après, il y a un truc qui se passe avec lui, je sais pas c'est quoi. Il échoue dans ses grands rendez-vous. Je l'ai même vu des fois buter face à des adversaires qui étaient parfois sur lesquels il aurait dû gagner plus facilement. Je l'ai vu parfois pas en difficulté, mais difficilement finalisé, etc. Donc, je pense qu'il faut qu'il y a un travail à faire et du coup, je pense que c'est ce qu'il essaye de faire au 100% fight Ouais. pour ensuite aller chercher une signature dans une organisation meilleure. Ouais. Et je te reprends, il a bien fait 2 combats au Rising, un combat gagné et un combat perdu. Et c'est là où, en fait, où il a fait son retour au 100% fight depuis 2018. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, Donc, voilà. Après, il y avait quelques questions. Bon, je ne sais pas si on doit répondre à toutes les questions ou si on en sélectionne quelques-unes, Namika. d'abord, on fait vite fait le Fight Night, après on fait les questions. Vas-y, ok. Le Fight Night d'hier est d'ailleurs dernière UFC de l'année. Le prochain UFC après, c'est mi-janvier. Donc, il n'y a pas de grosse actualité à venir. Le combat d'Eric Lewis et Chris Daukaus, parce qu'on avait une discussion, toi et moi, sur Aspinall. Est-ce qu'il fait un bon plan de carrière ou est-ce que c'est à l'image de Daukaus, il ne devrait pas faire comme Daukaus et aller brûler les étapes? Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, j'ai vu le combat et même déjà lors de l'annonce, je me suis dit, attends, peut-être que c'est une grosse étape là pour Chris Daukaus, surtout que Derek Lewis, malgré sa dernière performance, il a quand même combattu pour la ceinture intérimaire. Et ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, ça va changer. C'est chaque athlète qui a on va dire, sa manière de voir les choses. Mais c'est vrai que Chris Daukaus, il est encore jeune. Il a tapé aucun gros nom. Ah ouais. Et quand je regarde le classement, je le remets juste devant mes yeux, c'est vrai que je me dis qu'il avait peut-être d'autres personnes à. Il y avait peut-être Jairzinho juste devant lui dans le classement. Ça aurait été peut-être plus intelligent de le prendre. Ou même peut-être aller prendre quelqu'un de moins classé que lui, mais au moins qui aurait fait un combat de ranking, tu vois, il aurait pu faire en tout cas son petit chemin, parce que là, il s'est pris un gros chaos, ça pourrait peut-être le marquer dans ses futures échéances. Et c'est vrai que la marche, elle était un petit peu trop grande. Et surtout, la stratégie, j'ai pas compris. Aller faire du dirty boxing avec Dirk Lewis, quand même, c'est osé. Hein. C'est osé, franchement, c'est osé. C'est là que je te dis, même si on dit ouais, mais il est tombé sur quelqu'un qui est devant lui. D'accord, il est tombé sur quelqu'un qui est devant lui, mais là, il a pris un sale cas où on parle d'un mec
qui a pris un KO. Ça veut dire que son cerveau s'est déconnecté. Tu vois, faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'est pas bon pour la santé, tu vois. Et chez les poids lourds, on le sait, ça pardonne pas quand tu prends un KO. Des fois, tu as du mal à revenir. Et nous, je sais que notre discussion, elle était sur Aspinal, et je te disais, mais il a grave raison. Il a grave raison de prendre son temps. Il a le temps. Les KT, là, actuellement, il y a beaucoup d'anciens à aller chercher, tu vois. Et au final, ça se confirme, tu vois. Il y a des blasts qui pourraient aller chercher, comme Marcin Tibura, comme Shamil Abdourakhimov. Tu vois, il y a des noms. Non, je parle d'Aspinal. Avant d'aller chercher. Aspinal, il est programmé pour Shamil, en fait, là, il me semble. Ouais, et c'est un bon match-up, tu vois. Il va prendre 2 places. Et puis après, pourquoi pas faire un Dokos Aspinal. Tu vois, ça a du sens. Mais d'aller tout de suite là-haut, ouais, je sais pas. Mais après, je me dis, regarde pourquoi c'est aussi compliqué pour Chris Dokos. Parce que déjà, c'est déjà un risque d'aller prendre moins que la Sexois. Et devant lui, il y avait Jairzinho, Volkov, Curtis Blade, Derek Lewis. Donc, en vrai de vrai, il n'avait pas vraiment le choix que d'aller faire un pas vers l'avant. Parce que Jairzinho ou Curtis Blade, c'était à peu près les mêmes risques. Volkov, stylistiquement, c'est compliqué. Et Curtis Blade, qu'est-ce qu'il fait, Curtis Blade, maintenant? Son dernier combat, c'était contre. Peut-être que Curtis Blade, ça aurait été plus adapté pour lui. Parce que là, Curtis Blade, il sort d'une victoire contre Jairzinho. Donc, je sais pas si c'est un bon. Ouais. En fait, pour moi, il y a vraiment, dans cette catégorie-là, pour moi, il y a 3 personnes qui se détachent vraiment du lot. C'est Cyril Gane, Miocic et Ngannou. Et derrière, tu as 3 mecs qui sont forts, qui sont en dessous. Tu as Volkov, tu as Blade, tu as Derek Lewis et tu as même Rosenstruck. Tu vois, tu as ces 4-là qui sont en dessous. Et ensuite, par contre, là, tu vois, là, il n'y a pas de souci, tu peux te dérouler. Et avant d'aller chercher et de rentrer dans le top, dans le moyen de tableau là sur Volkov, Lewis, Rosenstruck et tout, tu vois, il y a des combats à prendre étape par étape. Surtout encore, je me répète, chez les poids lourds, les défaites ne pardonnent pas. Surtout de cette manière-là. Ensuite, première de l'histoire, ça m'a fait penser à toi, à l'UFC. Il y a un poids lourd qui a loupé sa pesée. Mika, tu sais que j'ai été à 119 kg habillé à ma dernière pesée. Ma félicitation, Evie. Bien sûr, pour m'applaudir. Mes 5 derniers combats, j'avais cuté. Et honnêtement, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Et je suis arrivé à 119 kg. Et je crois qu'il était à 122 kg, mais il a quand même combattu. Hein. C'était Justin Tafa, le Samoa, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quand même ouf de rater sa pesée en poids lourd. Hein. Franchement, faut le faire quand même. Bon, en tout cas, on fait un petit débrief sur Belal Mohamed et Thompson. Ouais, vas-y. Franchement, je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'étais impressionné. J'étais pas un grand fan de Belal Mohamed, mais là, il vient de gagner un nouveau fan. Franchement, et carrément, il a réussi à faire ce que Gilbert Burns n'a pas réussi à faire. Pourtant, Gilbert Burns, il a un très, très gros sol. Panamérica, DCC, j'en passe. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu sais, quand tu affrontes un mec comme Thompson, style karatéka, en général, les gens, avant de lui rentrer dedans en double leg ou avant de casser la distance, ils sont vraiment dans les calculs. Attends, est-ce que je dois lui rentrer dedans à ce moment-là? Ils attendent, ils sont patients. Belal Mohamed, il a fait le surmuet, il lui a rentré dedans comme un camion et il s'y attendait pas, en fait, Thompson. Il était vraiment débordé. Même lorsqu'il défendait un takedown, mais il replongeait dans les jambes. Et il a réussi à le mettre sur les 2 épaules, presque au centre de la cage. Il était pas loin de la soumission. Il finit sur un gros grand and pound à quelques secondes de la fin. Et je pense que là, les gens ils vont commencer à le prendre au sérieux chez les welterweight. C'est son premier top 10 qu'il a battu. Et je pense que là, ils vont commencer à le prendre au sérieux. Il a d'ailleurs appelé Leon Edwards après le combat. Mais j'ai beaucoup aimé sa performance. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bah écoute, moi pareil, hein, j'ai été impressionné. En fait, déjà, je pensais que Thompson, parce qu'on le connaît, Thompson, c'est un poison. Ouais. C'est un mec qui à distance, long segment. Moi, je repense au combat contre Luque, contre et tout. Bon, Thompson, c'est un poison. Non, contre et là, quand j'ai vu ce que Belal Mohamed lui a fait, il l'a, comme tu as dit, et surtout, moi, c'est la débauche énergie. Parce qu'au premier round, déjà, il a galéré à l'amener, quand même. Et surtout, je me suis dit, c'est impossible qu'il tienne 3 rounds. C'est ça. Thompson, il touchait en boxe. Hein. Il envoyait des frappes, ça touchait. Ouais. Et Belal, il continuait. Et au final, après, c'est Thompson qui a abandonné. Quand il s'est retrouvé sur le coup, il a abandonné. Et donc, effectivement, grosse performance. Par contre, je pense que, sincèrement, il est trop en dessous au niveau de la lutte pour battre des Covington, des Ousmane. Et même Léon Edwards, j'ai du mal à pouvoir battre Léon Edwards.
Léon Edwards, Mika. C'est quoi le problème de prononciation? Ouais, il est 10e du classement. Bon, je pense que demain, il y aura la mise à jour. Il y a Michael Chiesa devant lui, Son Brady, Nelmani. Non, je pense qu'en tout cas, il a au moins 2-3 combats à faire avant Ouais. d'aller prétendre. Tu vois, il peut battre un Sean Brady, il peut battre un Chiesa, j'en suis sûr. Ouais, Chiesa qui m'a beaucoup déçu sur ces ouais, derniers ouais, combats. c'est ça. Donc, Mais félicitations à lui. Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette performance. Et surtout que j'aime pas, moi, les styles karatéka comme, comme Thompson. Je suis pas fan. c'est Donc, pas ce qui est. En fait, félicitations. ouais, moi aussi, je suis pas fan de ouf, mais quand même, il faut lui reconnaître qu'il a bien adapté, ça marche bien, quoi. Bien sûr, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu Gamrot qui poursuit sa série de victoires. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, tu sais, en fait, pour faire le parallèle, Saladin qui avait demandé, qui pourchassait Gamrot, parce que Gamrot, il était détenteur de la ceinture des featherweight et des lightweight au KSW. Finalement, il a fait le choix d'aller au KSW à l'UFC. Donc, il a quand même esquivé Saladin. Pour être honnête, il a esquivé Saladin. Tu sais, il a préféré en fait jouer la sécurité et aller à l'UFC. C'est ça, il Voilà, voulait c'était pas pour faire prendre de risque. une petite parenthèse, ouais. Puis je pense qu'il aurait pas pu redescendre à 66 kilos. Ouais, ouais, ça aurait été peut-être compliqué pour lui, mais ça aurait été compliqué pour lui. Et il y a aussi un ancien qui a gagné, et contre un gars pas facile, c'est Cub Swanson. Un coup de poing et ensuite il enchaîne avec des kicks et tout. Franchement, bête de combat de Cub Swanson. Ah ouais, j'ai Donc, regardé en même temps que vous, là, franchement, j'étais pas au courant. ah Il faut ouais, dire non qu'il mais il a quand même de la route. Hein. Cub Swanson, C'est ouf. Hein. il y a Clay Guida récemment qui s'est Ouais, imposé. Il y a José Aldo, il y a Cruz. Les anciens, ils ont la cote, hein. Les anciens. franchement bien. Franchement bien. Et on finit sur le dernier événement français de l'année. Ah ouais, c'est vrai. Il y a l'événement. Bah après, on en sait très peu. Moi, je sais pas si tu en sais plus que moi. Bah, en fait, justement, je pensais que tu avais plus d'informations que moi parce que moi, j'ai aucune info là-dessus. C'est dans 2 semaines et il n'y a aucune. Non, même pas dans 10 jours. Il n'y a Sur la carte, ouais. aucun nom qui a été révélé. Donc, En tout cas, ça sera le premier événement de l'année 2022 et le dernier de l'année 2021, puisque c'est le 31 décembre. Il fait ça le 31 décembre, et en fait, c'est le FFA Challenge, sauf que ça s'appelle pas FFA Challenge, ça s'appelle MMA Fight Night, parce qu'en fait, c'est ce que je pense, c'est un peu comme l'histoire des UFC Apex et les UFC numérotés, c'est que c'est, à mon avis, il va proposer un show de plus grande qualité, entre guillemets. je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelques noms qui ont été annoncés. Mais... Non, il n'y a pas, j'ai cherché Ouais, un peu sur ta page Sherlock, j'ai pas trouvé, mais okay. après, la semaine prochaine, on fera un débrief là-dessus. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Moi, je voulais juste qu'on réponde à quelques questions. Allez. Ça ne va pas faire trop long. La première question, c'était le top 3 français dans chaque catégorie. Ah ouais. On peut démarrer chez les 57 kilos. Ouais, franchement, je ne connais pas beaucoup. Hein. 57 kilos. Chez les 56 kilos, en tout cas, je sais que il y a quelques années, c'était Samir Fadine qui était top 1. Après, les 57 kilos, c'est pas une catégorie fournie, mais là, si j'essaie de réfléchir, j'aurais du mal à trouver quelques noms, là, désolé pour ceux que... Il y a toujours Samir, hein, de toute manière, mais, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de gros blazes. Chez les 61 kilos, Bantamweight. Il y a Taylor Lapillus, ça c'est évident. Ouais. Ensuite, il y a Mokhtar Benkassi, qu'on oublie trop souvent. Ouais, mais ça fait un petit moment qu'il n'a pas été actif. Ouais, mais qui est très fort, franchement, qui est très très fort. Et après, je crois qu'il combat en 61, je suis pas sûr, c'est Guémouri, mais je suis pas sûr. C'est ça? Guémouri. Ouais, Yannick Guémouri, ouais, ouais, c'est vrai. Il a 10 ans en plus, là, il est actuellement signé au Brave, et ouais, il est chez les Bantamweight. Je valide le classement. Chez les featherweight, je pense que le premier nom, déjà, ça va être Saladin Parnasse. Ouais, Saladin Parnasse, ouais. J'aurais mis aussi Anthony Dizzy, peut-être en deuxième position. Dizzy, bien sûr. En fait, Dizzy, c'est difficile de ne pas le mettre. Quand tu vois les adversaires qu'il a battus, même sa dernière défaite là contre, comment ça s'appelle Chris Wade, je crois. Chris Wade, elle n'est même pas méritée, tu vois, il mérite de gagner. Clairement, Dizzy, en fait, c'est presque injuste sa carrière.
Chez les. Attends, une troisième personne en 66 kilos. Franchement, il y en a beaucoup. Hein. Bah, C'est j'aurais mis Alioune, j'aurais mis Fabakary. Ouais. il y a Alioune, il y a Fabakary Diatta, il y a Morgan Charrière, il y a William Gomis. Franchement, il y a Elias Boumezgan. Il y a beaucoup de gars. Ouais. Franchement, il y a beaucoup de gars. Mais si on doit en choisir trois, il faut jouer le jeu. Si on doit en choisir trois. Bon, en tout cas, pour ma part, j'aurais mis Saladin Parnasse, Anthony Dizi. Et après, en fait, pourquoi je vais dire Fabakary avant Alioune, c'est que Fabakary, en fait, il s'est illustré au niveau mondial, au niveau international, au Bellator. Ouais. Donc, et moi, en troisième, je mettrais Alioune. Okay. Parce que je le sens actuellement plus complet, même si effectivement il a performé à un moins haut niveau. Quand je le vois actuellement, je sens qu'il est plus prêt, niveau de l'âge et de la maturité aussi, pour aller performer. Ouais. Chez les lightweights. Il y a qui actuellement chez les lightweights? J'aurais mis. Mansour, c'est compliqué de le mettre parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas compris. Mais sinon, clairement, il méritait sa place dans le classement. Ouais, j'aurais mis Mansour, ouais, c'est ça en fait, mais après, ça fait un petit moment qu'il n'est pas actif, donc je pense que là, vu que Faresiam, bah, il performe au plus haut niveau, donc on a un peu obligé de le mettre en premier. C'est ça. Mansour en deuxième position. Ouais, enfin non, Mansour, on va le sortir du classement parce qu'il ne combat pas. Donc il y a Fares que tu mets en premier. Après, il y a Amin Ayoub qui est très fort. Ouais. Il y a David Gallon, il y a Yves Landu, il y a Giroun. J'aurais mis Ilyes Giroun. Franchement, j'aurais mis Ilyes Giroun. Il y a David Gallon qui a fait une belle performance au Bellator. D'ailleurs, il est sur la prochaine carte du Bellator Europe, le 25 janvier. Mais c'est vrai que Giroun est très fort aussi. Hein. Très, très solide. Ouais. Welterweight. Welterweight, tu mets Abdul, numéro 1. Ensuite, il y a Benoît Saint-Denis et David Bir. Bah ouais, mais sauf que Benoît Saint-Denis, c'est un light. Bah ouais, Benoît Saint-Denis. On aurait pu le mettre chez les lightweight quand même, Benoît Saint-Denis, je pense. Mais il n'a pas combattu encore chez les lightweight. Il va y aller, mais il n'a pas encore combattu. Ouais, il est chez les 74 kilos, mais bon, vu que c'est une catégorie qui est au Brave. Ouais, moi, du fait qu'il n'ait pas combattu encore dedans, je le mets dans les welter. Chez les middleweight. Il y a Jati. Ouais. Anthony Salamone. Ouais. Et comment il s'appelle, putain, l'autre? Jati, Anthony Salamone. Après, il y a Fontes aussi que j'aime bien. Alex Fontes? Alex Fontes, ouais. Mais ouais, il y a un autre gars aussi qui arrive qui est très fort. Après, c'est le gars justement du MMA Factory que je trouve très fort. Ahmed Salamov. Ouais. Ah, mais on oublie la sourdine, 84, on est fous, nous. C'est vrai, désolé, la sourdine. Ouais, c'est vrai, la sourdine, bah, on le met en top 1. On le met en top 1. Après, je pense que désolé pour Alexis, mais vu qu'Alexis, il n'a pas été présent depuis un petit moment, et que pareil, en fait, Alex Fontes, même s'il est très très fort, je me suis déjà entraîné avec lui, il n'a pas encore, entre guillemets, affirmé sa place, parce qu'il avait combattu dans des organisations locales, à Reims, là, chez lui. Et ouais, donc on va mettre Nassourdine. Jati, qui a la ceinture au Jati. Et Salamone. Oui, mais j'aurais mis à la rigueur Ahmed Salamone avant lui, parce que Jati, il vient de. Tu sais, il fait son retour. Donc on verra s'il va. Bah si, il fait son retour. Mais t'es fou, quoi. Il a la ceinture du Cage Warrior, tu peux pas mettre Ahmed devant lui. Ouais, mais voilà, il n'a pas été très actif. Respecte les ceintures des gens, toi. En tout cas, vous avez les top 3. Après, chez les light heavyweight, chez les 93 kilos. Attends, moi je mets Salamone devant Ahmed. Hein. Anthony Salamone. Ouais, 7-0, 6-0, franchement, voilà quoi. Le palmarès, il parle. Hein. C'est vrai. Après, pareil, lui, c'est un. D'ailleurs, pour la petite. Bon, bref. Mais ouais, c'est vrai qu'il est pas très actif après ces derniers temps aussi. Enfin, si, il avait fait le gala à Roubaix. Ah, tu vois, au mois de septembre. Ouais, si. Ok, on valide le classement chez les 93 kilos. En fait, je voulais mettre le Tapology français devant moi, mais j'ai pas eu le temps, parce qu'il y a sûrement des noms qui nous sautent
Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, 93, pour moi, le plus performant, parce que la KT, en plus, elle est déserte, c'est Omar Sy. Ouais, je Clairement, valide aussi. clairement numéro un. En plus, Ouais. il a performé au KSW. Je crois même qu'il sera sur la carte du RS. Ouais. J'en dis pas plus. Enfin, je sais Mais pas, moi, j'ai pas de confirmation, à part si tu as des exclus. Et Omar Sy, après, qui me vient à l'esprit en 93 kilos. là, on a oublié quelqu'un chez moins de 61. C'est Mustapha Aïda. Ouais, désolé, c'est vrai. Et on avait dit qui en 61 là? Bon, on avait mis que Samir Faidin. On a mis, Non, on a mis Ali Gemouri. on a mis Taylor. On a mis Taylor, on a mis Mokhtar Benkassi et on a mis Gemouri, mais Mustapha Aïda aussi très Ouais, solide. Moustapha Aïda, faudra compter sur lui. En plus, on avait fait ses éloges dans les épisodes précédents. En 93, à part Omar Sy, il y a quelqu'un qui lui est en tête. Et je te jure que j'ai personne qui me vient en tête. Parce que je sais que Malik Merad, il était chez les 93 kilos, mais je crois qu'il est chez les poids lourds maintenant. Non, c'est le contraire. Ah ouais? Il y a Mohamed et il y a Cheikh Koné aussi, on peut mettre à moins de 93, je crois. Je connais la combattu en 84 kilos, je crois. Ah ouais? Dernièrement, contre Patrick Vallée, je crois que c'était en 84 kilos. Ouais, Eh bah, tu vois, je sais pas, je ouais, croyais que si, c'était si, en si, moins. parce qu'il avait dit, ouais, il avait fait un appel en disant qu'il était de retour chez les middleweight. Il y avait, ouais. Et on aurait pu mettre Faisal aussi dans les 84 kilos, je pense, non? Ou dans les 4. Non, non, Dernièrement, non? ça descendra plus jamais à 84, fais ça. Dernièrement, il est chez les 93. Ou je crois que c'était un catchweight. Donc on peut le mettre aussi chez les 93 kilos, là, alors. Parce qu'en plus, la KT, elle n'est pas vraiment fournie. En termes de performance pure, je mets, comment ça s'appelle? Vraiment Omar Sy de loin Ouais. devant. Après, ouais, c'est pas une catégorie aussi fournie. À l'époque, comment? Steven Duvivier, je sais pas si c'est pas moins de 93. Même 84, c'est une VV. Ah ouais, et ben il est pas mal lui, hein. Ouais, ouais. Gros guerrier, un gros bagarreur de bar, lui. Mais il a bien combattu samedi. Ouais. Bah, moi, en tout cas, il y a ces deux noms-là qui me viennent à l'esprit, c'est Omar Sy et Faisal Hossein. Ouais, moi aussi, hein, je vois. Pas d'autres personnes. Non, non, je vois pas. Et après, chez poids lourd, bah, je pense qu'on peut mettre Cyril Gane en numéro 1. Ngannou, on ne peut pas le compter. Ngannou numéro 1. Cyril Gane. Ce débat-là, on l'a fait 36 000 fois. Ngannou n'est pas français. Moi, j'ai parlé avec Ngannou. J'ai parlé avec lui. Ngannou me dit je représente la France, le Cameroun et la France. Point. Donc toi, tu dis que à Ngannou que lui il te dit qu'il représente le Cameroun et la France, toi tu lui dis non. Toi, Bah frère, il ne vit plus ici, il s'entraîne plus ici. Et je sais même pas si même il a été naturalisé français en plus. mais t'es qui toi pour dire? Bah écoute, toi qui es son ami intime, qui a été le voir il y a quelques mois, qui a pris une photo avec sa ceinture, dis-nous en plus. Mais on ne peut pas le considérer comme. Après, c'est vrai que sur le classement Tapologie, il est dans le classement français. Ok, bon, on mettra Ngannou premier, Cyril Gane et on va mettre Cheikh Congo. Non, n'abuse pas. Chez Congo, on peut le retirer parce que Aïe, c'est fini au niveau de la retraite. Et Non, moi, par contre. il est toujours actif. Hein. Ah ouais? Bah oui, il est toujours actif. Dernièrement, il a gagné au Bellator. Bah oui, alors clairement, clairement, Chef Congo 3e. Non, mais je voulais te faire une petite passe D. J'allais dire, il y a Rémi Losco ou Aboubacar Batili. Rémi, ouais, Damien Losco. Il est fort, hein, lui, j'aime bien aussi. Hein. Bah, il m'a aidé pour ma prépa, là, franchement. Il fait pas de bruit, il est très très fort. Ça t'a aidé qu'un peu, hein, pas beaucoup. Les gars, ouais. Je te manque pas trop de moi, là, j'ai un plâtre, là, je suis en convalescence. Et voilà, je pense on sélectionnera d'autres questions parce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on a fait le podcast et je vais me trimballer tout le montage. Donc, on répondra à d'autres questions. Et d'ailleurs, les prochains épisodes, il faudrait qu'on trouve pas mal de bons sujets parce qu'il n'y aura plus l'UFC là pendant 3-4 semaines. Ouais, bah du coup, justement, on pourra répondre à tout plein de questions. Ouais, bah on fait comme ça. Allez, bonne nuit, Mika.